Le bus s'arrêta devant la gare routière d'Aix-en-Provence, et je sentis ce nœud dans l'estomac qui apparaît lorsqu'on revient dans un lieu qu'on a tenté d'oublier. Cela faisait 5 ans que je n'avais pas mis les pieds dans cette ville, depuis que j'étais partie avec une valise pleine de vêtements et une autre, invisible, chargée de promesses brisées. Je revenais aujourd'hui, non par nostalgie, mais par nécessité. « Madame, vous descendez ou pas ?» La voix du chauffeur me tira de mes pensées. « Oui, pardon. » Je fis rouler ma valise sur le carrelage usé. La gare n'avait pas changé. Le même kiosque où mon père achetait Le Monde chaque dimanche. La même cafétéria avec son odeur de croissant chaud. Les mêmes chauffeurs de taxi fumant à l'entrée. Seul moi avait changé. La chaleur de juillet frappait la ville sans pitié. J'enlevai ma veste tout en cherchant un taxi. À cette heure, avec 38 degrés, les rues semblaient fondre sous le soleil implacable. Un chauffeur s'approcha. Un homme âgé à la peau tannée et aux yeux qui semblaient avoir tout vu. « Où est-ce que je vous emmène, ma belle ?»« Dans le vieil Aix, s'il vous plaît. Rue du Four. » Le chauffeur hocha la tête, comme si ma destination lui confirmait quelque chose. Durant le trajet, j'observais les rues que je connaissais si bien. La cathédrale Saint-Sauveur, la place de la mairie, le tumulte des touristes photographiant la montagne Sainte-Victoire depuis le belvédère. Aix n'avait pas changé, mais je la voyais avec d'autres yeux. « Vous venez en visite ?» demanda le chauffeur. « Pas vraiment. Ma grand-mère est malade. » Je n'en ajoutais pas plus. Je ne lui dis pas que ma grand-mère Hélène avait été la seule personne à me soutenir quand j'avais décidé de partir. La seule à ne pas me juger pour avoir abandonné Mathieu devant l'hôtel. Je ne lui racontais pas non plus que pendant des années, nous n'avions parlé qu'au téléphone, car revenir signifiait risquer de le croiser, lui, sa famille, les regards accusateurs. Le taxi s'arrêta dans une ruelle pavée, trop étroite pour qu'il puisse continuer. « Je ne peux pas aller plus loin, mademoiselle. La rue du Four est en montant sur la droite. » Je payai la course et affrontai la pente, traînant ma valise sur les pavés irréguliers. La sueur coulait dans mon dos, tandis que les cigales chantaient à tue-tête parmi les jasmins qui pendèrent des balcons. À mesure que je montais, les souvenirs s'accumulaient. Ici, je jouais enfant. Ici, j'ai donné mon premier baiser. Ici, j'ai planifié un mariage qui n'a jamais eu lieu. La maison de ma grand-mère apparut au détour d'un virage. Une façade blanche avec des pots de géranium rouge aux fenêtres et une porte bleue écaillée par le soleil. Avant que je puisse frapper, la porte s'ouvrit. « Marie, tu es enfin là !» Ma tante Carole me serra fort dans ses bras. Elle sentait le savon de Marseille et l'huile d'olive, comme toujours. « Comment va, grand-mère ?» L'expression de Carole s'assombrit. « Mieux qu'hier, mais les médecins disent que... » Elle baissa la voix. « Il ne lui reste pas beaucoup de temps, ma chérie. » J'entrai dans la maison. L'air était plus frais à l'intérieur, mais restait étouffant. Le patio intérieur, avec sa petite fontaine et son citronnier, semblait plus petit que dans mon souvenir. Tout était pareil. La faïence provençale sur les murs, le crucifix en bois à l'entrée, l'odeur de daube et de pâte de coin. « Ta grand-mère se repose maintenant, » dit Carole. « Elle a demandé après toi toute la matinée. » Je m'assis sur une des chaises du patio, épuisée par le voyage et par l'anxiété. « Ils savent que je suis venue ?» demandai-je sans avoir besoin de préciser de qui je parlais. Carole s'assit en face de moi. « Dans une petite ville comme celle-ci, il n'y a pas de secret, ma petite. Quand j'ai appelé Asuncion pour qu'elle apporte de la menthe fraîche, elle le savait déjà. Et si elle le sait, elle ne termina pas sa phrase. Mais ce n'était pas nécessaire. Asuncion était la mère de Mathieu. Si elle savait que j'étais revenue, toute la famille le savait. Je ne suis pas venue pour eux, dis-je avec plus de fermeté que je n'en ressentais. Je suis venue pour grand-mère. Je sais, ma chérie, mais ils sont toujours là. Et certaines blessures ne se referment pas si facilement. Je portais les mains à mon visage, essayant de contenir ma frustration. 5 ans avaient passé. 5 ans à Paris, à construire une nouvelle vie, avec un travail dans une maison d'édition et des amis qui ne savaient rien de mon passé à Aix. Et maintenant, en moins d'1 heure, je me sentais à nouveau la même jeune fille qui s'était enfuie, terrifiée. « Grand-mère veut que tu restes dans sa chambre, » dit Carole, changeant de sujet. Elle s'est installée dans le salon. Elle dit que comme ça, elle peut regarder la télé. Mais il n'y a pas de mais qui tienne. Tu sais comment elle est. Elle a demandé de changer les draps ce matin et a mis de la lavande sous l'oreiller, comme quand tu étais petite. Je souris malgré la tristesse. Grand-mère Hélène avait toujours été comme ça.
s'inquiétant pour les autres même quand c'était elle qui avait besoin de soins. Je vais la voir. Carole m'accompagna jusqu'au salon. Sur un canapé-lit, près de la baie vitrée donnant sur le patio, ma grand-mère somnolait. Elle était plus mince, la peau presque transparente, et les cheveux complètement blancs. Mais c'était toujours elle. Je m'approchai sans faire de bruit et m'assis à côté d'elle. Sentant ma présence, elle ouvrit les yeux. « Tu es venue » murmura-t-elle, avec un sourire qui illumina son visage fatigué. « Bien sûr que je suis venue, grand-mère. » Elle me prit la main avec ses doigts osseux, mais étonnamment forts. « Il faut que nous parlions, ma petite. Il y a des choses que je dois te dire avant de partir. Ne parle pas comme ça, grand-mère. Tu ne vas pas... » Chut, écoute-moi bien, Marie. J'ai gardé quelque chose pour toi toutes ces années, quelque chose qui t'appartient et qui pourrait peut-être changer les choses. Son regard, malgré la maladie, était clair et intense. Je sentis un frisson. Qu'est-ce qui pouvait bien être si important pour que ma grand-mère l'ait gardé pendant si longtemps? C'est à propos de la maison, de ton grand-père, et de ce qui s'est vraiment passé avec la famille de Mathieu. À ce moment, Carole entra avec un plateau de thé et de madeleine maison, interrompant notre conversation. Ma grand-mère me serra la main, m'indiquant que nous parlerions plus tard. Mais ces mots avaient planté une graine d'inquiétude en moi. Quel secret avait-elle gardé toutes ces années? Et comment affecterait-il le passé que je m'étais tant efforcée de laisser derrière moi? L'arôme du café frais moulu me réveilla à l'aube. Un instant, je me sentis désorientée, jusqu'à ce que je reconnaisse le plafond avec ses poutres apparentes et les rideaux encrochés que ma grand-mère avait tissés des décennies plus tôt. Les premiers rayons de soleil entrèrent par la fenêtre, projetant des ombres dansantes sur le mur blanchi à la chaux. Je me redressai lentement. J'avais passé une nuit agitée, les mots de ma grand-mère résonnant dans ma tête. Quelle était cette chose si importante qu'elle voulait me dire sur la maison et la famille de Mathieu? La maison était silencieuse, à l'exception du tintement occasionnel de tasses dans la cuisine. Je m'habillais d'une jupe légère et d'un chemisier en coton, consciente de la chaleur qui commençait déjà à se faire sentir. En sortant dans le couloir, j'entendis des voix étouffées venant de la cuisine. Je m'arrêtai, reconnaissant immédiatement la seconde voix. « Elle a le droit de savoir, Carole », disait ma grand-mère, d'un ton ferme. J'ai gardé le silence trop longtemps pour ne blesser personne, mais je vois maintenant que c'était une erreur. « Mais Hélène, remuer le passé ne fera qu'apporter plus de douleur, » répondit ma tante. « Laisse les choses comme elles sont. » Et qu'elle continue de croire à des mensonges? Non, j'ai pris ma décision. J'entrai dans la cuisine en feignant de n'avoir rien entendu. Les deux femmes se turent brusquement. « Bonjour », dis-je, en m'approchant pour embrasser ma grand-mère. « Comme tu es belle le matin, ma petite » s'exclama-t-elle, plus en forme que la veille. « Assieds-toi, je te sers un café. » Ma tante Carole me lança un regard inquiet avant de s'excuser pour aller au marché. Dès qu'elle fut sortie, ma grand-mère poussa vers moi une boîte en métal rouillé. « Ouvre-la » ordonna-t-elle, avec une expression mêlant détermination et peur. À l'intérieur, je trouvais des papiers jaunis, des photographies anciennes et ce qui semblait être un acte de propriété. La date du document me surprit. 1972, l'année où mes grands-parents avaient acheté cette maison dans le vieil Aix. Je ne comprends pas, grand-mère. Elle pointa une ligne en particulier. Je lus attentivement et sentis le souffle me manquer. La maison n'était pas seulement au nom de mon grand-père Antoine, comme je l'avais toujours cru, mais aussi au nom de Richard Vega. Richard Vega, le grand-père de Mathieu? Demandai-je incrédule. Ma grand-mère hocha lentement la tête. Ton grand-père et Richard étaient associés. Ils ont acheté ensemble plusieurs propriétés dans le vieil Aix quand personne ne voulait vivre ici. Cette maison n'était que l'une d'entre elles. Je restais à regarder le document, essayant d'assimiler l'information. Comment était-il possible que je n'ai jamais su cela? Mais alors, la famille de Mathieu est propriétaire de la moitié de cette maison? Pas exactement, répondit ma grand-mère en me servant plus de café. C'est là que se trouve la partie que peu de gens connaissent. Quand ton grand-père est tombé malade, Richard a essayé de s'emparer de toutes les propriétés. Il a falsifié des documents, soudoyé un notaire. Il a fait des choses terribles, Marie. Ces mots me frappèrent comme une pierre. La famille de Mathieu s'était toujours vantée de son honnêteté, de son nom sans tache. Et que s'est-il passé ensuite? Ton grand-père a découvert la supercherie juste avant de mourir, continua-t-elle. Il n'a pas eu la force de se battre, mais il m'a laissé tous les documents originaux. Des preuves qui démontrent que Richard a agi de mauvaise foi. Je regardai à nouveau la boîte.
Elle contenait bien plus que de simples papiers. C'était la preuve d'une trahison. Pourquoi n'as-tu rien fait avec ça ? Ma grand-mère soupira profondément. Pour toi, Marie. Quand tu as commencé à sortir avec Mathieu, j'ai craint que tout cela ne vous sépare. J'ai décidé de me taire, pensant que le passé devait rester dans le passé. Un rire amer s'échappa de mes lèvres. Et finalement, nous nous sommes séparés quand même. Mais pas pour les bonnes raisons, répondit-elle fermement. Tu es parti parce que sa famille t'a fait peur, leur argent, leur façon de te regarder comme si tu n'étais pas à la hauteur. Tu es parti en croyant que tu n'appartenais pas à leur monde. Mais la vérité, c'est qu'ils t'ont volé ce qui t'appartenait. Je me levai de ma chaise, incapable de rester assise. La tête me tournait. Toutes ces années à penser que j'étais la lâche, celle qui avait fui, alors qu'en réalité, Béatrice le sait, demandai-je, en parlant de la mère de Mathieu. Bien sûr qu'elle le sait. Ils le savent tous. C'est pour ça qu'ils ne t'ont jamais vraiment accepté. Ils craignaient qu'un jour tu découvres la vérité et que tu réclames ce qui vous appartient. Je m'approchai de la fenêtre. De là, je pouvais voir une partie du massif de l'Étoile au loin, imposant contre le ciel bleu d'Aix. Penser que j'avais été sur le point de m'unir à une famille qui avait escroqué la mienne. Et Mathieu ? La question sortit de mes lèvres, avant que je puisse la retenir. Ma grand-mère garda le silence un moment, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Je ne le sais pas avec certitude. Je veux croire qu'il n'était pas au courant, mais... Le bruit de la porte interrompit notre conversation. Ma tante Carole entra, chargée de sacs du marché, suivie de Pascal, la voisine de toujours. « Marie, quelle joie de te voir après tout ce temps !» s'exclama Pascal, m'étreignant avec effusion. « Tu es magnifique, ma chérie. Paris te va bien. » Je lui rendis son étreinte machinalement, mon esprit encore en train de digérer la révélation de ma grand-mère. Pascal continua de bavarder tout en aidant Carole à ranger les courses. « Ah, Marie, tu ne sais pas comme le quartier est en ébullition avec ton arrivée. Ce matin, Béatrice m'a arrêtée à la boulangerie, me demandant si c'était vrai que tu étais revenue. Mon cœur fit un bond en entendant le nom de la mère de Mathieu. Et que lui as-tu dit ? Eh bien, la vérité, ma petite, que tu étais venue t'occuper de ta grand-mère, comme il se doit. » Pascal baissa la voix. « Au fait, tu sais que Mathieu est revenu aussi ? Il a quitté ce travail à Paris il y a quelques mois. Maintenant, il dirige l'agence immobilière familiale. » La nouvelle me frappa de plein fouet. Mathieu était à Aix, depuis des mois, et plus important encore, il dirigeait l'entreprise qui s'était construite, en partie, avec ce qui avait été volé à ma famille. « Il faut que je sorte, » dis-je soudainement, ayant besoin d'air. « Mais ma chérie, tu viens à peine de déjeuner ?» protesta Carole. Je ne répondis pas. Je pris un foulard pour me protéger du soleil et sortis dans la rue. La chaleur était déjà intense malgré l'heure matinale. Je marchais sans but précis dans les ruelles du vieil Aix, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Tout ce que je croyais savoir sur mon histoire avec Mathieu était sens dessus-dessous. Je n'étais pas partie par peur de m'intégrer à son monde. J'étais partie parce que, inconsciemment, j'avais senti que quelque chose clochait dans sa famille, dans leurs regards, dans leur silence quand je posais des questions sur certaines propriétés. Mes pas me menèrent jusqu'à la place de l'hôtel de ville. Je m'assis sur un banc à l'ombre d'un platane et contemplai la petite église où, en d'autres temps, j'avais imaginé me marier. Que se serait-il passé si je l'avais fait ? Si j'avais uni ma vie à la famille qui avait escroqué la mienne ? Marie ? La voix dans mon dos me figea. Une voix que je connaissais trop bien, que j'avais tenté d'oublier pendant 5 ans. Je me tournai lentement. Mathieu était là, aussi beau que dans mon souvenir, les cheveux plus courts et quelques mèches grises prématurées aux tempes. Ses yeux verts me regardaient avec un mélange de surprise et quelque chose que je ne sus identifier. Je pensais que c'était une rumeur, dit-il en s'approchant, que tu étais revenu. Je me levai, sentant que je devais être à sa hauteur pour cette conversation. Ma grand-mère est malade. Il hocha la tête, compréhensif. Je sais, je suis vraiment désolée. Un silence gêné s'installa entre nous. 5 ans de distance condensée en regards fuyants. Je t'ai vu entrer à l'agence il y a quelques jours, dit-il finalement. Depuis le bureau principal, de l'autre côté de la rue. Je ne savais pas si je devais m'approcher. Je fronçai les sourcils, confuse. Tu te trompes, je suis arrivée hier. Maintenant, c'était lui qui semblait confus. J'en suis sûre, Marie. C'était ta silhouette, ta façon de marcher.
Tu portais même un foulard comme celui-ci, dit-il en montrant celui que je portais au cou. Un frisson parcourut mon dos. Quelqu'un qui me ressemblait était allé à l'agence immobilière de la famille de Mathieu. Et soudain, toutes les pièces s'emboîtèrent en un schéma sinistre. « Je dois y aller », dis-je, la gorge nouée. « Marie, attends. On pourrait prendre un café, parler de... » « Non, Mathieu. Il n'y a rien à dire. » Je m'éloignais presque en courant, le cœur battant à tout rompre. Si ce que je soupçonnais était vrai, non seulement on m'avait menti sur le passé, on utilisait aussi mon image dans le présent. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Les documents que gardait ma grand-mère valaient plus qu'elle ne l'imaginait elle-même. En tournant au coin de la rue, je m'arrêtai net. Là, devant la maison de ma grand-mère, était garée une voiture que je reconnus instantanément. La Mercedes noire de Béatrice Vega. Et elle n'était pas vide. La Mercedes noire brillait sous le soleil de midi comme un mauvais présage. Je restai immobile, observant à travers le pare-brise. Béatrice Vega était assise au volant, le regard fixé sur la porte de la maison de ma grand-mère. Elle n'était pas seule. À ses côtés, je distinguais le profil d'une femme plus jeune que je ne reconnus pas immédiatement. Je reculai instinctivement, me cachant derrière le coin de la rue Zénette. Mon esprit travaillait à toute vitesse. Que faisait la mère de Mathieu à surveiller la maison? Cela avait-il un rapport avec les documents que ma grand-mère venait de me montrer? Je respirais profondément et décidai de l'affronter directement. Je n'étais plus la jeune fille peu sûre d'elle qui avait fui 5 ans plus tôt. Je marchais avec détermination vers la voiture, remarquant que Béatrice se crispait en me voyant approcher. Je frappai doucement à la vitre. Elle hésita un instant avant de la baisser, conservant cet air de supériorité que je lui connaissais si bien. « Marie » dit-elle froidement. « Quelle surprise !»« Je ne crois pas » répondis-je. « On dirait que vous m'attendiez. » La femme qui l'accompagnait se tourna complètement vers moi, et alors je la reconnus. C'était Claire, ma cousine éloignée, que j'avais à peine fréquentée car elle vivait à Marseille. Le plus déconcertant était que, effectivement, nous nous ressemblions beaucoup. Même couleur de cheveux, même corpulence. Elle portait même un foulard semblable au mien. « Salut, Marie », lança Claire avec un malaise évident. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» exigeai-je, mon regard alternant entre les deux femmes. Béatrice coupa le moteur et sortit de la voiture avec cette élégance étudiée qui avait toujours intimidé tout le quartier. « Peut-être devrions-nous parler dans un endroit plus privé », suggéra-t-elle en regardant autour d'elle, comme si elle craignait que les voisins nous entendent. « Je n'ai rien à cacher, Béatrice. Ce que vous avez à me dire, dites-le ici. » Claire sortit également du véhicule, visiblement nerveuse. « Marie, je peux tout expliquer. » « Expliquer quoi? Pourquoi tu te fais passer pour moi? Car c'est bien ce que tu fais, n'est-ce pas ?» Ma cousine baissa les yeux, confirmant mes soupçons. « Ce n'est pas ce que tu penses, » intervint Béatrice. « Nous avions juste besoin de vérifier de vieux documents de propriété. Ta cousine s'est aimablement proposée pour nous aider. En se faisant passer pour moi, insistai-je, sentant l'indignation monter en moi. Et quels documents? Ceux que mon grand-père et Richard ont signés ensemble? Ou peut-être cherchiez-vous ceux qui prouvent comment votre mari a escroqué le mien ?» Le visage de Béatrice devint blême. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis de la peur dans ses yeux. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » murmura-t-elle, mais sa voix avait perdu de sa fermeté. « Je sais exactement de quoi je parle. Ma grand-mère m'a tout raconté ce matin. Comment Richard a falsifié des documents, comment il a essayé de s'emparer de toutes les propriétés quand mon grand-père est tombé malade, comment vous avez bâti votre empire immobilier sur un mensonge. » Claire regarda Béatrice avec surprise. De toute évidence, elle n'était pas au courant de toute l'histoire. « C'est vrai ?» demanda ma cousine. « Vous m'aviez dit que vous vouliez juste vérifier des papiers pour éclaircir un malentendu. »« Tais-toi, idiote !» lança Béatrice. « Ça ne te regarde pas. »« Bien sûr que ça la regarde, » intervins-je. « Vous l'avez utilisé, tout comme vous avez essayé de m'utiliser. Que lui avez-vous offert ? De l'argent? Un travail dans l'agence ?» Claire eut la décence de rougir. « Elle m'a promis un poste de secrétaire, » admit-elle à voix basse. « Je devais juste entrer dans le bureau et demander certains dossiers. Et pour ça, tu devais te faire passer pour moi, » conclus-je, ressentant un mélange de déception et de rage. « Nous pensions que ce serait plus facile ainsi, » continua Claire, « que personne ne se méfierait si c'était
Marie Navarro, qui demandait des documents liés à sa propre famille. Le plan était astucieux, je devais le reconnaître. Utiliser quelqu'un avec mon apparence pour accéder à des documents qui pourraient compromettre la famille Vega. « Et Mathieu ?» demandai-je, me souvenant de notre rencontre quelques minutes plus tôt. « Est-il impliqué là-dedans ?» Pour la première fois, Béatrice parut véritablement mal à l'aise. « Mon fils ne sait rien, » répondit-elle sèchement, « et il vaut mieux que ça continue comme ça. » Un rire incrédule s'échappa de mes lèvres. « Vous me demandez de mentir, après tout ce que vous avez fait ?» Béatrice fit un pas vers moi, baissant la voix, jusqu'à en faire un murmure menaçant. « Écoute-moi bien, ma petite. Ce qui s'est passé entre nos familles, c'était il y a longtemps. Richard est mort, ton grand-père aussi. Quel est l'intérêt de remuer le passé maintenant ? L'intérêt de la vérité, répondis-je en soutenant son regard. De la justice. La justice, lâcha-t-elle un rire sec. Et que feras-tu ? Présenter de vieux papiers à un juge ? Engager un procès qui durera des années et vous coûtera tout ce que vous avez ? Réfléchis bien, Marie. Ta grand-mère est malade. Veux-tu vraiment qu'elle passe ses derniers jours dans des tribunaux ? Ces mots, bien que calculés pour me manipuler, contenaient une vérité inconfortable. Un processus légal serait long et coûteux, sans garantie de succès. Il y a d'autres façons de rendre justice, dis-je finalement. Béatrice plissa les yeux, m'évaluant. Que veux-tu ? Je veux la vérité. Toute la vérité. Pas seulement des fragments qui vous arrangent. Et je veux que Mathieu la connaisse aussi. Ça détruirait mon fils, protesta-t-elle. Ça briserait l'image qu'il a de son père, de sa famille. Comme vous avez détruit la mienne, répliquai-je sans pitié. Comme vous m'avez détruite en me faisant croire que je n'étais pas assez bien pour votre famille, alors qu'en réalité vous craigniez que je découvre votre secret. Le silence qui suivit fut tendu, chargé de décennies de mensonges et de ressentiments. « Donne-moi une semaine, » dit finalement Béatrice. Une semaine pour mettre mes affaires en ordre. Après, je parlerai à Mathieu. Je voulus la croire, mais l'expérience m'avait appris à me méfier de ses promesses. Non, Béatrice. Ça se termine aujourd'hui. Maintenant. Comme invoqué par nos paroles, une troisième voiture s'arrêta à côté de la Mercedes. C'était une Audi grise, et au volant se trouvait Mathieu. Il nous regarda toutes les trois avec une confusion évidente. « Maman ?» demanda-t-il en sortant du véhicule. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi, tu es... » Il s'arrêta en reconnaissant Claire, et son expression changea pour une totale perplexité. « Marie ? Non, mon fils, » intervint rapidement Béatrice. « C'est Claire, la cousine de Marie. Tu ne te souviens pas d'elle ? » Mathieu regarda alternativement Claire et moi, réalisant la ressemblance et la confusion dont il avait été victime. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» exigea-t-il, avec ce ton autoritaire qu'il avait hérité de sa mère. Je sentis que le moment décisif était arrivé. Je pouvais garder le silence, comme l'avait fait ma grand-mère pendant des décennies, ou je pouvais le briser une bonne fois pour toutes. « Ta mère va t'expliquer, » dis-je, optant pour une voie intermédiaire. « Demande-lui ce qu'il en est des actes de propriété que mon grand-père et le tien ont signés en 1972. Demande-lui ce qui s'est passé après. » Mathieu fronça les sourcils, confus. « De quoi parle-t-elle, maman ?» Béatrice me lança un regard haineux avant de s'adresser à son fils d'un ton conciliant. « Ce n'est rien, mon chéri. Juste un malentendu sur de vieux titres de propriété. Ne lui mens pas, » intervins-je. Plus de mensonges. « Marie a raison, » dit étonnamment Claire, qui était restée silencieuse jusqu'alors. « Moi aussi, je veux savoir la vérité. Pourquoi vous m'avez demandé de me faire passer pour ma cousine, ce que vous cherchiez vraiment ?» Mathieu semblait de plus en plus perdu. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, bon sang ?» À ce moment, la porte de la maison de ma grand-mère s'ouvrit. Elle apparut sur le seuil, appuyée sur une canne mais le dos droit et le regard ferme. À ses côtés se tenait ma tante Carole, visiblement nerveuse. « C'est moi qui vais t'expliquer, Mathieu, » dit ma grand-mère d'une voix claire qui résonna dans la ruelle. « Entrez, vous tous. Il est temps que cette histoire éclate au grand jour. » Béatrice pâlit encore plus. « Hélène, s'il vous plaît. »« Non, Béatrice, » l'interrompit ma grand-mère. « J'ai gardé le silence pendant trop d'années par peur, par convenance, pour ne pas blesser les enfants. Et regarde où le silence nous a menés. À plus de mensonges, à plus de douleur. C'est fini. » Il y avait une telle autorité dans ses paroles que personne n'osa la contredire. Un par un,
Nous entrâmes dans la maison. D'abord Mathieu, puis Claire, ensuite Béatrice et enfin moi. Ma grand-mère nous guida jusqu'au patio intérieur, où la fontaine murmurait et où le citronnier offrait une ombre fraîche. « Assieds-toi à côté de moi, Marie », indiqua ma grand-mère, montrant l'espace à côté d'elle sur le banc en faïence. J'obéis, sentant le poids de 3 générations de secrets sur le point d'être révélés. La main de ma grand-mère, étonnamment ferme, serra la mienne, tandis qu'elle regardait directement Mathieu. « Ton grand-père et le mien n'étaient pas seulement des associés, » commençai-je, sentant qu'il m'appartenait d'initier cette conversation. Ils étaient amis, jusqu'à ce que l'argent et l'ambition se mettent en travers de leur chemin. Mathieu me regarda fixement, comme s'il essayait de lire la vérité dans mes yeux. Et pour la première fois en 5 ans, je sentis qu'il me voyait vraiment. Non pas comme la fille qu'il avait abandonnée, mais comme quelqu'un qui, tout comme lui, avait été victime d'une histoire qui avait commencé bien avant notre naissance. « J'ai tous les documents », ajouta ma grand-mère en désignant la boîte métallique qui reposait maintenant sur la table du patio. « La vérité est là-dedans, Mathieu. La question est, es-tu prêt à la connaître ?» Le silence dans le patio était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. On n'entendait que le murmure de l'eau dans la petite fontaine et le chant occasionnel d'un chardonneret dans le citronnier. Mathieu prit la boîte métallique avec des mains tremblantes et commença à examiner les documents qu'elle contenait. Son visage se transformait à mesure qu'il tournait les pages jaunies. D'abord l'incrédulité, puis la confusion, et enfin, quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme de la douleur pure. Quand il leva les yeux, son regard vert était embué. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. « Saleste, » confirma ma grand-mère d'une voix ferme. « Ton grand-père Richard a falsifié la signature de mon Antoine sur plusieurs documents. Il a profité de sa maladie pour s'emparer de propriétés qu'ils avaient achetées ensemble. » Béatrice restait rigide sur sa chaise, les lèvres pincées en une fine ligne. Elle n'essayait même pas de nier les accusations. « Tu le savais ?» demanda Mathieu à sa mère, sur un ton que je ne lui avais jamais entendu utiliser avec elle. « Tu savais ce qu'a fait grand-père ?» Le silence de Béatrice fut plus révélateur que n'importe quelle réponse. « Bien sûr qu'elle le savait, » intervint ma grand-mère. « Tout le monde le savait. Ton père, ta mère, même certains voisins du quartier s'en doutaient. Mais personne n'a rien dit parce que les Véga étaient devenus puissants. Et je n'étais qu'une veuve, avec une petite fille. » Mathieu passa la main dans ses cheveux, un geste que je reconnaissais de notre temps ensemble, quand quelque chose le perturbait profondément. « Et mon père ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Frédéric n'a pas participé directement à l'escroquerie, » répondit ma grand-mère avec une compassion inattendue. « Mais il en a profité. L'agence immobilière familiale a grandi grâce à ses propriétés. » Mathieu se tourna vers sa mère, qui gardait le regard fixé au sol. « C'est pour ça que tu n'as jamais voulu que j'épouse Marie ? Parce que tu craignais qu'elle découvre ça ?» Béatrice parla enfin, d'une voix à peine audible. « Au début, oui. Quand tu as commencé à sortir avec elle, j'ai paniqué. J'ai pensé que c'était une sorte de plan d'Hélène pour récupérer ce qu'elle avait perdu. »« Un plan ?» intervins-je, indigné. « Je ne savais même rien de tout ça jusqu'à aujourd'hui. Je le sais maintenant, » continua Béatrice. Mais avec le temps, elle hésita, comme si elle avait du mal à l'admettre. J'ai vu comment vous vous regardiez. J'ai su que c'était réel. Et ça m'a fait encore plus peur. « Pourquoi ?» demanda Mathieu. « Parce que j'ai pensé que si vous vous mariez, tôt ou tard la vérité éclaterait. Que ça détruirait non seulement notre entreprise, mais aussi ta foi en ta famille. » Elle leva les yeux vers son fils. « Je ne pouvais pas supporter que tu me regardes comme tu le fais maintenant. » La douleur sur le visage de Mathieu était si profonde que je dus me retenir pour ne pas m'approcher de lui, pour ne pas essayer de le consoler comme je l'avais fait si souvent par le passé. « Pendant tout ce temps, » dit-il en s'adressant à moi, « quand tu es parti, j'ai pensé que c'était parce que tu te sentais intimidé par ma famille, par notre statut. Mais en réalité, j'ai senti que quelque chose clochait, » complétai-je. « Je n'ai jamais compris pourquoi ta mère me regardait comme si j'étais une menace, pourquoi ton grand-père devenait nerveux chaque fois que je mentionnais le vieil ex. Je ne savais tout simplement pas pourquoi. » Claire, qui était restée silencieuse, osa parler. « Et moi, pourquoi m'avez-vous utilisée ?» demanda-t-elle à Béatrice. La mère de Mathieu soupira profondément. « Il y a un mois, Hélène est allée chez le notaire. J'ai essayé de savoir ce qu'elle faisait, et j'ai appris qu'elle avait demandé des copies des actes originaux. J'ai su qu'elle allait enfin agir.
J'avais besoin de savoir quels documents elle avait exactement, jusqu'où allaient les preuves. Alors vous avez recruté ma cousine pour qu'elle se fasse passer pour moi et accède à ces documents, conclus-je. Mais pourquoi, Claire ? Parce que nous nous ressemblons, répondit ma cousine avec amertume, et parce que j'avais désespérément besoin du travail qu'elle m'a promis. Ma grand-mère Hélène se redressa sur son siège. Assez parlé du passé. L'important maintenant est de décider ce que nous allons faire. Nous la regardâmes tous, surpris par son ton pratique. « Que veux-tu dire, grand-mère » demandai-je. « Je veux dire que nous avons 2 options. Porter cette affaire devant les tribunaux, ce qui sera coûteux, long et douloureux pour tout le monde, ou trouver une solution entre nous. » Mathieu, qui tenait toujours les documents, hocha lentement la tête. « Elle a raison. Ça va au-delà du juridique. C'est une question de faire ce qui est juste. » Je regardais ma grand-mère avec admiration. Même dans ces circonstances, elle cherchait un chemin qui minimiserait la souffrance. C'était la même femme qui avait choisi de se taire pendant des décennies pour protéger ceux qu'elle aimait. « Que proposez-vous » demanda Béatrice, clairement soulagée que la conversation s'oriente vers une possible résolution. « Premièrement, une reconnaissance formelle de l'escroquerie, dit ma grand-mère avec fermeté. Deuxièmement, une compensation juste. Combien ? Demanda Béatrice, revenant instantanément à son mode affairiste. Ma grand-mère sourit avec un mélange de tristesse et de ruse. Je ne veux pas d'argent, Béatrice. Ce que je veux, c'est récupérer la maison du cours Mirabeau, la maison où je suis née. Béatrice pâlit. La maison à laquelle ma grand-mère faisait référence était l'une des plus précieuses du patrimoine des Végas, un ancien hôtel particulier avec une vue privilégiée. « C'est impossible », protesta-t-elle. « Cette propriété vaut des millions. De plus, nous la louons comme hôtel de charme. »« C'est juste », intervint étonnamment Mathieu. « En fait, c'est moins que ce qui leur revient légalement. » Sa mère le regarda comme s'il l'avait trahi. « Tu prends leur parti ? Je prends le parti de la vérité, » répondit-il avec un calme que je ne lui avais jamais vu auparavant. « Et si tu veux éviter un scandale qui détruirait notre réputation et possiblement notre entreprise, tu ferais bien d'accepter. » La tension entre la mère et le fils était palpable. Finalement, Béatrice hocha brièvement la tête. « Je parlerai aux avocats, » concéda-t-elle. « Non, » dit Mathieu fermement. « Je m'en chargerai personnellement. En tant que directeur de l'agence, il est de ma responsabilité de corriger les erreurs du passé. » Pour la première fois, je vis Béatrice Vega se rendre. Quelque chose dans la détermination de son fils lui fit réaliser qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Ma grand-mère sourit, satisfaite, et me serra la main. Puis, s'adressant à tous, elle dit « Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Je suis fatiguée. » C'était vrai. Malgré sa force, je pouvais voir l'épuisement sur son visage. Ma tante Carole se dépêcha de l'aider à se lever. « Je vais raccompagner Mathieu à la porte, » proposai-je, sentant le besoin de lui parler seul à seul. Nous marchâmes en silence jusqu'à l'entrée. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres allongées sur les murs blanchis à la chaux. En arrivant à la porte bleue, Mathieu s'arrêta. « Je suis désolée, Marie, » dit-il simplement. « Pour tout. »« Ce n'est pas ta faute, » répondis-je. « Tu ne savais pas. »« J'aurais dû savoir, » insista-t-il. « J'aurais dû me demander pourquoi ma famille te traitait ainsi, pourquoi ma mère tenait tant à nous séparer. » Nous restâmes un moment en silence, absorbés par les souvenirs de ce qui aurait pu être. « Pourquoi es-tu revenu à Aix ?» demandai-je finalement. « Pascal a mentionné que tu avais quitté Paris il y a des mois. » Mathieu hésita, comme s'il décidait de ce qu'il pouvait révéler. « Pour toi, » admit-il finalement. « Ou du moins, pour l'idée de toi. À Paris, tout me rappelait ce que j'avais perdu. J'ai pensé qu'en revenant ici, je pourrais enfin tourner la page. » Sa confession me laissa sans voix. 5 ans avaient passé, et nous étions tous les deux toujours piégés dans une histoire inachevée. « Je dois y aller, » dit-il, rompant le silence. « Il y a beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à arranger. Je sais, mais j'aimerais qu'on se parle. Quand tout ça se sera un peu calmé, il y a tant de choses qu'on ne s'est pas dites. » J'acquiesçai, incapable de faire confiance à ma voix. Mathieu fit un pas vers moi, comme s'il voulait me prendre dans ses bras, mais il se retint. D'un dernier regard, il s'éloigna dans la rue, portant le poids des révélations sur ses épaules. Je retournai au patio, où ma grand-mère m'attendait seule, assise sous le citronnier. Son expression était sereine, comme si elle venait de laisser tomber un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps.
Ça va ?» lui demandai-je en m'asseyant à côté d'elle. « Mieux que jamais, » répondit-elle. « Bien qu'il y ait autre chose que tu doives savoir, Marie. Quelque chose que je n'ai pas mentionné devant les Vega. » Je la regardais avec curiosité, me demandant quels autres secrets cette histoire pouvait bien cacher. « Il s'agit de la vraie raison pour laquelle Richard a trahi ton grand-père, » continua ma grand-mère en baissant la voix. « Ce n'était pas seulement pour l'argent ou l'ambition. C'était pour quelque chose de beaucoup plus personnel. Quelque chose qui implique ta mère. » Mon cœur fit un bond. Ma mère était morte quand j'étais petite, et ça avait toujours été un sujet que ma grand-mère évitait d'aborder. « Qu'est-ce que maman a à voir là-dedans ?» demandai-je, sentant que j'étais sur le point de découvrir une autre pièce cruciale du puzzle familial. Ma grand-mère regarda vers le ciel, qui commençait à se teinter d'orange avec le coucher du soleil. Quand elle me regarda de nouveau, ses yeux brillaient de détermination. « Ta mère et Frédéric, le père de Mathieu, étaient amoureux avant qu'ils ne connaissent Béatrice. » La révélation me coupa le souffle. Je comprenais maintenant pourquoi la mère de Mathieu m'avait toujours regardée avec autant de méfiance. Non seulement elle craignait que je découvre l'escroquerie immobilière, mais je lui rappelais une femme qui avait été importante pour son mari. « Mathieu le sait ?» demandai-je. « Je ne crois pas », répondit ma grand-mère. « Mais il est peut-être temps qu'il connaisse aussi cette partie de l'histoire, que vous la connaissiez tous les deux. » Le poids de ces nouvelles révélations s'ajoutait à tout ce que j'avais découvert au cours de la journée. Quels autres secrets ces vieilles maisons du vieil ex gardaient-elles? Quelles autres vérités étaient restées cachées sous des couches de silence et d'oubli arrangeant? Les doigts du matin se glissèrent par la fenêtre quand j'ouvris les yeux. J'avais dormi profondément malgré les révélations de la veille. Ou peut-être justement à cause d'elles, comme si mon corps avait besoin de se remettre du choc émotionnel. Je me levai et ouvris les volets. Le vieil ex se réveillait lentement. Au loin, la montagne Sainte-Victoire se découpait sur le ciel clair, imposante et éternelle. Combien d'histoires ces rues gardaient-elles? Combien de secrets cachés derrière les façades blanches? La maison était silencieuse. Je m'habillai d'un jean et d'une blouse légère et descendis à la cuisine. À ma grande surprise, ma grand-mère était déjà là, préparant le café avec des mains étonnamment fermes. « Bonjour ma petite », dit-elle sans se retourner. « Tu as bien dormi ?»« Oui, même si je n'arrêtais pas de penser à tout ce que tu m'as raconté, » répondis-je en m'approchant pour l'aider. « Et toi? Tu ne devrais pas te reposer ?» Elle sourit de sa manière énigmatique. « À mon âge, le temps de repos est compté. Je préfère en profiter. » Nous nous assîmes à la table de la cuisine avec nos tasses fumantes. L'arôme du café frais moulu emplissait la pièce, se mêlant à l'odeur du pain grillé. « Je veux en savoir plus sur ma mère et Frédéric, » dis-je, allant droit au but. « Que s'est-il passé entre eux ?» Ma grand-mère prit une gorgée de café avant de répondre. « Ta mère, Lucie, était magnifique. Pas seulement à l'extérieur, ce qui était vrai aussi, mais à l'intérieur. Elle avait une façon de voir le monde. Elle sourit au souvenir. Frédéric est tombé fou d'elle dès qu'il l'a rencontrée. C'était lors d'une fête de la Saint-Jean, ici même, sur la place de l'hôtel de ville. Et elle ressentait la même chose? Au début, oui. Ils sont sortis ensemble pendant presque 1 an. Mais les Vega ne l'ont jamais acceptée. Ils la considéraient comme peu de choses pour leur fils. Et Lucie, qui avait sa fierté, a décidé de le quitter avant de continuer à supporter leur mépris. C'est alors qu'elle a connu mon père. Raphaël est apparu peu après. Il était professeur à l'université, un homme bon et tranquille. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés, et ils t'ont eu. Ma grand-mère fit une pause. Mais Frédéric n'a jamais vraiment oublié Lucie. Même après s'être marié avec Béatrice, je le surprenais parfois à regarder vers notre maison quand il passait dans la rue. Et ma mère, ressentait-elle encore quelque chose pour lui? Elle aimait ton père, j'en suis sûre. Mais il y a des premiers amours qui laissent des traces, Marie. Et la rancœur de Richard envers ton grand-père était née précisément de là. Il ne supportait pas que son fils ait été amoureux de la fille d'Antoine Navarro. Les pièces s'emboîtaient, maintenant. Ce n'était pas seulement une question de propriété et d'argent. Il y avait aussi de la jalousie, de l'orgueil blessé, des amours interdites. Tu crois que Béatrice était au courant pour ma mère et Frédéric? Bien sûr qu'elle le savait. Pourquoi crois-tu qu'elle te regardait avec tant de méfiance? Tu lui rappelais Lucie, et elle craignait que Mathieu ne répète l'histoire de son père, qu'il ne tombe amoureux de la fille de la femme que Frédéric n'a jamais oubliée. Je sentis un frisson.
C'était comme si nos vies avaient été prédestinées à s'entremêler, à répéter des schémas. « Et l'accident » demandai-je, faisant référence à la mort de mes parents quand j'avais 8 ans. Ma grand-mère détourna le regard vers la fenêtre. Ce n'était que ça, un accident. La route de la montagne a toujours été dangereuse sous la pluie. Quelque chose dans son ton me fit douter, mais je ne voulus pas insister. Il y avait déjà assez de fantômes réveillés pour une seule matinée. La sonnette de la porte interrompit notre conversation. Ma tante Carole, qui venait de descendre, alla ouvrir. J'entendis des voix dans le vestibule, puis elle apparut avec Claire, ma cousine. « Bonjour », salua Claire timidement. « J'espère ne pas déranger si tôt. »« Pas du tout », répondit ma grand-mère. « Assieds-toi, nous déjeunons. » Claire semblait mal à l'aise, comme si elle ne savait pas quoi faire de ses mains. « Je voulais m'excuser, » dit-elle finalement, en me regardant directement, « pour m'être fait passer pour toi. Je n'ai pas d'excuses, mais je veux que tu saches que je ne connaissais pas toute l'histoire. Béatrice m'a seulement dit qu'elle avait besoin de vérifier des papiers pour résoudre un malentendu familial. »« Et tu as accepté sans poser de questions ?» fis-je remarquer, sans cacher ma déception. « J'avais besoin du travail, » admit-elle en baissant les yeux. « Les choses ne vont pas bien à Marseille. Mon père est malade, les factures s'accumulent. Je ne pus m'empêcher de ressentir de la compassion. Claire et moi n'avions jamais été proches. Mais après tout, c'était la famille. Et la vie n'avait pas été facile pour elle non plus. C'est bon, dis-je finalement. Je comprends. Même si tu aurais pu m'appeler d'abord. Je sais. J'ai été égoïste et stupide. Elle fit une pause. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'ai entendu hier, quand Béatrice me ramenait à la maison. Nous prêtâmes toutes attention. Ma grand-mère se pencha légèrement en avant. Elle parlait au téléphone, pensant que je ne l'écoutais pas. Elle a mentionné quelque chose à propos d'autres documents et du coffre-fort du bureau. Elle a dit qu'il fallait les mettre en sécurité avant que Mathieu ne les trouve. Ma grand-mère et moi échangeâmes un regard. « Tu crois qu'il y a d'autres preuves ?» demanda ma tante Carole, qui était restée silencieuse jusqu'alors. « C'est possible, » répondit ma grand-mère, pensive. Richard était méticuleux dans ses affaires, même les plus troubles. « Il faut que je parle à Mathieu, » décidai-je en me levant. Si sa mère cache d'autres documents, il doit le savoir. « Fais attention, Marie, » m'avertit ma grand-mère. Béatrice Vega est une femme dangereuse quand elle se sent acculée. J'acquiesçai, prenant mon sac et mon téléphone. « Je reviens vite, » promis-je en déposant un baiser sur la joue ridée de ma grand-mère. Je sortis dans la rue, recevant de plein fouet la chaleur qui commençait déjà à s'intensifier. J'hésitais un moment sur la façon de contacter Mathieu. Je n'avais pas son numéro actuel et je ne voulais pas me présenter sans prévenir à l'agence, où Béatrice serait sûrement aussi. Je décidai de me diriger vers le Carmen des Arts, un petit hôtel près de la place de la mairie qui appartenait à la famille Vega. Je me souvenais que Mathieu avait l'habitude d'y prendre son petit déjeuner quand il voulait échapper à l'ambiance familiale. L'hôtel n'avait pas changé. La même façade blanche avec des bougainvilliers grimpant sur les murs, le même patio avec la fontaine centrale. Le serveur, un homme âgé à la moustache grisonnante, me reconnut instantanément. « Madame Marie, quelle joie de vous revoir après toutes ces années. Bonjour, Manuel. » souris-je en me souvenant de son nom. « Est-ce que Mathieu est là ? Monsieur Mathieu est parti il y a quelques minutes. Il avait un rendez-vous chez le notaire. » Le notaire. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il tenait sa parole concernant la compensation pour les propriétés. Vous savez chez quel notaire il est allé ? Chez Maître Émile, sur le cours Mirabeau. Je le remerciai et sortis précipitamment. L'étude de Maître Émile se trouvait à environ 15 minutes à pied. En descendant les ruelles pavées vers le centre, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que j'avais découvert au cours des dernières 24 heures. Ma vie, que je croyais si bien connaître, s'était avérée être une tapisserie de demi-vérités et de secrets. En arrivant sur le cours Mirabeau, j'aperçus l'étude de l'autre côté de l'avenue. Et Mathieu était là, sortant de l'immeuble avec une mallette à la main. Nos regards se croisèrent et il s'arrêta, attendant que je traverse. « Marie », salua-t-il quand j'arrivai à sa hauteur. « Je me demandais justement comment te contacter. Il faut que je te parle, » dis-je sans préambule. « C'est important. » Mathieu hocha la tête, désignant un café voisin. « Moi aussi, j'ai quelque chose à te montrer. » Nous nous installâmes à une table à l'écart. Nous commandâmes 2 cafés, plus par contenance que par soif.
Il y avait une tension entre nous, mais aussi une étrange familiarité, comme si les années de séparation n'avaient pas existé. « Je viens de signer le transfert de la maison du cours Mirabeau, dit-il en sortant des papiers de sa mallette. Elle appartient maintenant officiellement à ta grand-mère. » Je restais à regarder les documents, impressionné par la rapidité avec laquelle il avait agi. « Merci, dis-je sincèrement. Je ne m'attendais pas à ce que tu règles ça si vite. C'est le moins que je pouvais faire. » Il fit une pause. J'ai passé la nuit à vérifier tous les registres de l'agence. Ce que mon grand-père a fait, c'était systématique. Ce n'était pas un cas isolé. C'est pour ça que je suis là. Claire est venue ce matin et nous a raconté que ta mère avait parlé de autres documents qu'elle voulait cacher. Mathieu fronça les sourcils. Quel genre de documents? Je ne sais pas, mais elle a mentionné un coffre-fort dans le bureau. Je vis l'expression de Mathieu se durcir. Ses mains, posées sur la table, se crispèrent. Le bureau de mon père, murmura-t-il. Le coffre-fort est derrière le tableau de la Sainte Victoire. Tu sais comment l'ouvrir? Oui, c'est la date de naissance de mon grand-père. Mon père n'a jamais été très original avec les mots de passe. Nous restâmes un moment en silence, considérant les implications. Il faut que je voie ce qu'il y a là-dedans, dit finalement Mathieu. S'il y a d'autres documents compromettants, je dois le savoir. Je viens avec toi, déclarai-je fermement. Il me regarda, surpris. Marie, c'est une affaire de famille. Tu n'as pas à t'impliquer davantage. C'est aussi l'affaire de la mienne. Et je suis déjà impliquée. Et puis, ajoutai-je avec un léger sourire, qui de mieux pour reconnaître des documents liés à mon grand-père que moi? Mathieu céda avec un soupir. D'accord, mais ce ne sera pas facile d'entrer dans le bureau sans que ma mère s'en aperçoive. Depuis hier, elle ne quitte plus ses avocats. Quand pourrait-on essayer? Ce soir, décida-t-il après un moment de réflexion. Mes parents ont un dîner au Grand Hôtel. Ils ne rentreront pas avant tard. Je sentis un frisson d'excitation. Je n'avais jamais rien fait de tel, entrer en douce pour fouiller un coffre-fort. Mais je n'avais jamais non plus découvert que mon histoire familiale était un mensonge soigneusement construit. À 20h à la porte de derrière de la maison, précisa Mathieu. J'acquiesçai, sentant que nous scellions un pacte. Nos regards se maintinrent un instant de plus que nécessaire. Et pendant un moment, je vis dans ses yeux le garçon dont j'étais tombée amoureuse des années plus tôt. « Il y a autre chose que tu devrais savoir », dis-je, me souvenant de la conversation avec ma grand-mère. À propos de ton père et de ma mère. Je lui racontais ce que je savais. La romance de jeunesse, l'opposition de sa famille, comment cela avait alimenté la rancœur de Richard envers mon grand-père. Mathieu écouta en silence, avec une expression indéchiffrable. « J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose, » dit-il finalement. Mon père gardait une vieille photo dans son portefeuille. Une jeune fille souriant devant la Sainte Victoire. Quand je lui ai demandé qui c'était, il a dit que c'était une amie qui n'était plus là. Je suppose que c'était ta mère. Tu crois que ton père a quelque chose à voir avec l'accident? Demandai-je, verbalisant pour la première fois le doute qui m'était venu pendant la conversation avec ma grand-mère. L'expression de Mathieu s'assombrit. Je ne sais pas, Marie. Et je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Je compris son dilemme. Certaines vérités sont trop douloureuses pour y faire face. Nous nous quittâmes avec la promesse de nous voir ce soir-là. En rentrant chez ma grand-mère, je ressentais un mélange d'anxiété et de détermination. Nous étions sur le point de déterrer des secrets qui étaient restés cachés pendant des décennies. Des secrets qui avaient marqué nos vies sans que nous le sachions. En tournant au coin de la rue du Four, je remarquai quelque chose d'étrange. La porte bleue de la maison était entr'ouverte, et il y avait une silhouette sur le seuil. En m'approchant, je reconnus Frédéric Vega, le père de Mathieu, qui parlait avec ma grand-mère. Je m'arrêtai, les observant à distance. Leur visage montrait un étrange mélange de douleur et de soulagement, comme s'ils se libéraient d'un poids longtemps porté. Je vis ma grand-mère prendre les mains de Frédéric entre les siennes, un geste de pardon, peut-être. Quels autres secrets cette histoire gardait-elle? Quelles autres confessions se produisaient pendant que je déterrais le passé pièce par pièce? J'attendis que Frédéric s'en aille avant de m'approcher de la maison. Ma grand-mère était toujours sur le pas de la porte, le regard perdu au loin. « Que voulait-il » demandai-je en essayant de donner à ma voix un ton désinvolte. Ma grand-mère me regarda, avec ses yeux qui semblaient tout voir. « Faire la paix avant qu'il ne soit trop tard », répondit-elle simplement, et me raconter sa version de l'histoire. « Et quelle est cette version »
Ma grand-mère soupira, regardant vers les collines où la Sainte Victoire se dressait, imperturbable face aux drames humains qui se déroulaient à ses pieds. Une histoire que tu n'es peut-être pas encore prête à entendre, ma petite, mais que tu devras connaître avant ce soir. Je la regardais, surprise. Comment sais-tu pour ce soir ? Un sourire énigmatique se dessina sur son visage fatigué. Il y a peu de choses qui se passent dans ce quartier sans que je le sache. Et Frédéric vient de me parler de certains documents dans le coffre-fort de son bureau. Des documents qui ont à voir avec moi, avec ta mère et avec toi. La lumière déclinait sur Aix-en-Provence lorsque je m'arrêtais devant l'imposante maison des Végas sur le cours Mirabeau. Un hôtel particulier de 3 étages avec des balcons en fer forgé noir et une vue privilégiée sur les platanes centenaires. Cet endroit m'avait toujours intimidée, avec ses sols en marbre et ses meubles anciens. Je comprenais mieux pourquoi maintenant. Une partie de cette richesse provenait de l'escroquerie de ma famille. Je m'étais habillée entièrement en noir, plus par nervosité que par réel besoin de camouflage. La conversation avec ma grand-mère résonnait encore dans ma tête, ces mots si surprenants que j'avais encore du mal à les assimiler. Ta mère n'est pas morte dans cet accident par hasard, Marie. Elle et ton père avaient découvert des documents qui impliquaient Richard dans des affaires louches, pas seulement avec les propriétés du vieil ex. Ils étaient décidés à le dénoncer. L'horloge de la tour sonna 20 heures. Je m'approchai de la porte de derrière, où Mathieu avait promis de m'attendre. Il était là, aussi nerveux que moi, les clés à la main. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il à voix basse en ouvrant. J'acquiesçai, incapable de reculer maintenant. La porte donnait sur un jardin arrière avec des cyprès taillés et une petite fontaine éteinte. Nous entrâmes furtivement par la cuisine, une pièce immense avec des carreaux de ciment anciens et des appareils électroménagers modernes. Elle était vide, le personnel était déjà parti. « Par ici !» indiqua Mathieu, me guidant à travers un couloir jusqu'à un escalier en bois poli. Nous montâmes au premier étage en silence. Le bureau de Frédéric Véga occupait le coin nord-est de la maison, avec des fenêtres offrant des vues à la fois sur le cours et sur un jardin intérieur. Mathieu ouvrit la porte avec une autre clé et alluma une petite lampe de bureau, évitant les lumières principales. Le bureau était exactement comme on pouvait s'y attendre. Sobre, masculin, avec des bibliothèques en bois sombre remplies de livres et un grand bureau en noyer au centre. Au mur derrière le bureau était accroché un tableau que je reconnus. Une vue de la montagne Sainte-Victoire peinte par un artiste local de renom. Mathieu se dirigea directement vers lui. Il le décrocha avec soin, révélant un coffre-fort encastré dans le mur. « Prête ?» me demanda-t-il en me regardant avec intensité. « Vas-y !» répondis-je, sentant mon cœur s'accélérer. Mathieu introduisit la combinaison. 12-05-1938. Le coffre émit un clic métallique et s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs enveloppes, une petite boîte en velours et un épais dossier marron. « Ça doit être ça », dit Mathieu en sortant le dossier. Il le posa sur le bureau et l'ouvrit. Il contenait des dizaines de documents, contrats, actes de propriété, lettres manuscrites. Nous commençâmes à les examiner en silence, chacun absorbé par sa partie de la pile. « Regarde ça », dis-je après quelques minutes, en montrant un document daté de 1990. C'est une lettre d'un certain Joël Ruiz à ton grand-père. Il parle de « faire taire l'affaire Navarro » et de « s'occuper pour que le problème disparaisse ». Mathieu pâlit en lisant. « Tu crois qu'il parle de tes parents ?» demanda-t-il à voix basse. D'après ma grand-mère, ils avaient découvert quelque chose sur ton grand-père peu avant l'accident. Quelque chose lié à la requalification de terrains agricoles. Nous continuâmes à chercher jusqu'à ce que Mathieu pousse une exclamation étouffée. « Mon Dieu !» murmura-t-il, tenant un papier avec des mains tremblantes. Je m'approchai pour voir ce qu'il avait trouvé. C'était une lettre manuscrite de Frédéric, son père, datée d'1 semaine après l'accident de mes parents. Une lettre qui n'avait jamais été envoyée. « Chère Hélène », commençait-elle, « ce qui s'est passé est impardonnable. Je te jure que je ne savais pas ce que mon père préparait. Quand je l'ai appris, il était déjà trop tard. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité, mais je ne peux pas non plus le dénoncer sans détruire ma famille. La seule chose que je puisse faire est de m'assurer que Marie ne manquera jamais de rien. J'ai ouvert un compte à son nom avec une somme suffisante pour garantir son éducation et son avenir. C'est peu, je sais, comparé à ce qu'elle a perdu, mais c'est tout ce que je peux faire maintenant. Un jour, quand elle sera plus grande, elle pourra peut-être connaître la vérité. En attendant, prends soin d'elle comme je sais que tu le feras.
avec tout l'amour que Lucie lui aurait donné. Les larmes brouillèrent ma vision. Tant d'années à me demander pourquoi ma grand-mère, avec sa modeste pension, avait pu m'envoyer dans de bonnes écoles, me payer l'université et même mon appartement à Paris. Mon père le savait, chuchota Mathieu, bouleversé. Il savait ce que grand-père avait fait et il l'a couvert. Il n'a pas eu le courage de l'affronter, mais il a essayé de compenser à sa manière, dis-je, ressentant une étrange compassion pour Frédéric. Mathieu secoua la tête. Ça ne justifie pas son silence. Tes parents sont morts, Marie. Je sais, et rien ne pourra changer ça. Nous continuâmes à examiner les documents. Il y avait d'autres preuves des activités illicites de Richard. Pots de vin à des fonctionnaires, falsification de documents, et même des menaces voilées envers ceux qui tentèrent de se mettre en travers de ses plans. Il faut porter ça à la police, dit Mathieu avec détermination. C'est trop grave pour laisser passer. Tu es sûre ? Demandai-je, consciente de ce que cela signifierait pour sa famille. Plus de 20 ans ont passé. Ton grand-père est mort et ça pourrait ruiner tes parents. C'est ce qui est juste, insista-t-il. Et si mes parents doivent en assumer les conséquences, qu'il en soit ainsi. Son intégrité me toucha. C'était le même Mathieu que j'avais connu, le garçon honnête qui avait gagné mon cœur avant que les circonstances ne nous séparent. Soudain, nous entendîmes un bruit au rez-de-chaussée. Des pas qui montèrent l'escalier. Nous nous regardâmes, alarmés. « Vite, range tout !» chuchota Mathieu en m'aidant à remettre les documents dans le dossier. Il était trop tard. La porte du bureau s'ouvrit, et là se tenaient Frédéric et Béatrice Vega. Leurs expressions passèrent de la surprise à la compréhension en voyant le coffre-fort ouvert et le dossier entre nos mains. « Je savais que tu tenterais quelque chose comme ça, » dit Béatrice avec amertume en s'adressant à son fils. « Tu as toujours été aussi idéaliste que ton père. »« Idéaliste ?» répliqua Mathieu avec incrédulité. « C'est comme ça que tu appelles le fait de ne pas vouloir couvrir des crimes ?» Frédéric fit un pas en avant, ignorant le commentaire de son fils. Son regard était fixé sur moi. « Tu lui ressembles tellement, » dit-il d'une voix brisée. À Lucie. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Frédéric semblait vieilli, fatigué, comme si le poids des secrets l'avait finalement terrassé. « Pourquoi ?» demandai-je directement. « Pourquoi n'avez-vous rien dit quand vous avez su ce que votre père avait fait ?» Frédéric se laissa tomber dans un fauteuil, soudainement épuisé. « La peur, avoua-t-il. La peur de mon père, de tout perdre, que ma famille s'effondre. Quand j'ai appris pour l'accident, j'ai voulu tout avouer. J'ai même écrit cette lettre à ta grand-mère. » Il montra le papier que Mathieu tenait encore. Mais je n'ai pas eu le courage de l'envoyer. Alors vous avez ouvert un compte pour moi, pour apaiser votre conscience. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. Ça, et veiller de loin à ce que tu ailles bien. Béatrice observait la scène avec un mélange de mépris et de résignation. Assez de mélodrame, intervint-elle. Ce qui est fait, on ne peut pas changer le passé. Mais on peut rendre justice, répondit fermement Mathieu. Maman, ça va au-delà de quelques propriétés dans le vieil ex. Grand-père a été impliqué dans la mort de 2 personnes. Il n'y a pas de preuves concluantes de ça, répliqua-t-elle sur la défensive. Seulement des conjectures et une lettre qui n'a jamais été envoyée. Il y en a assez pour ouvrir une enquête, insista Mathieu. Et j'ai l'intention d'apporter ces documents à la police. Le visage de Béatrice se contracta en une grimace de fureur. Tu ne peux pas faire ça. Tu détruirais cette famille. Cette famille m'a été construite sur des mensonges, répondit-il calmement. Il est temps que la vérité soit connue. Frédéric, qui était resté silencieux, leva les yeux vers son fils. Il a raison, Béatrice, dit-il d'une voix lasse. J'ai vécu trop longtemps avec ce fardeau. Si Mathieu veut faire ce qui est juste, ce n'est pas moi qui l'en empêcherai. Béatrice le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Es-tu devenu fou ? Sais-tu ce qui arrivera si ça se sait ? Nous perdrons tout. Pas tout, répondit Frédéric. Peut-être perdrons-nous de l'argent, des propriétés, même la liberté. Mais je gagnerai quelque chose que je n'ai pas eu depuis longtemps. La paix. Je fus surprise par la transformation sur le visage de Frédéric. Comme si des années de culpabilité et de remords se dissipaient avec sa décision. « Que vas-tu faire ?» demandai-je à Mathieu, qui tenait toujours le dossier. « Ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans, » répondit-il. « Raconter toute la vérité. » Béatrice, voyant qu'elle ne pouvait pas les convaincre, changea de tactique. « Laisse-moi au moins appeler notre avocat avant. Nous avons le droit de nous préparer. »
Mathieu hésita, me regardant comme pour chercher mon avis. « C'est juste, dis-je finalement. Mais seulement cette nuit. Demain, nous irons à la police. » Mathieu acquiesça, acceptant le compromis. Béatrice sortit précipitamment pour passer son appel, nous laissant tous les trois dans un silence inconfortable. « Mon intention n'a jamais été de te faire du mal, Marie, » dit Frédéric après un moment. « Quand j'ai su que toi et Mathieu étiez tombés amoureux, j'ai pensé que c'était une sorte de justice poétique, comme si le destin voulait réparer ce que nous avions brisé. Mais vous n'avez rien fait quand votre femme s'est opposée à notre relation, fis-je remarquer. Un autre acte de lâcheté de ma part, admit-il, comme tant d'autres. Mathieu s'approcha de moi, prenant ma main dans un geste de soutien. Peu importe ce qui se passera ensuite, dit-il à voix basse. Nous ferons ce qui est juste, ensemble. Sa main dans la mienne était comme une ancre, quelque chose de solide au milieu de la tempête de révélations et de secrets. Pour la première fois en 5 ans, je m'autorisais à penser que peut-être, juste peut-être, nous pourrions trouver un chemin pour nous retrouver. Béatrice revint, visiblement plus calme après avoir parlé à son avocat. « Maître Antoine viendra demain matin », informa-t-elle, faisant référence à l'avocat de la famille. « Il dit que nous avons des options. »« La seule option, c'est la vérité », répliqua Mathieu. Nous remîmes les documents dans le coffre-fort, cette fois sans le verrouiller. Mathieu insista pour rester dans la maison, afin de s'assurer que rien ne disparaîtrait pendant la nuit. Frédéric ne protesta pas. Il semblait soulagé qu'une décision soit enfin prise, même si elle était douloureuse. Je partis peu après, promettant de revenir le matin. Les rues du vieil Aix étaient silencieuses et fraîches sous le ciel étoilé. Je marchais lentement, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Le poids de l'histoire familiale, les secrets déterrés, les conséquences à venir. En arrivant chez ma grand-mère, je la trouvais éveillée, assise dans le patio avec une couverture sur les jambes, malgré la chaleur de la nuit, comme si elle m'avait attendue. « Tu l'as trouvée, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle quand je m'assis à côté d'elle. « Tu le savais? Tu savais pour la lettre, pour l'argent ?» Je m'en doutais. Frédéric a toujours été un lâche, mais pas un mauvais homme. Elle fit une pause. « Et maintenant, qu'allez-vous faire? Mathieu veut aller à la police. Moi, je ne suis pas sûre. Une partie de moi veut justice pour mes parents, mais une autre se demande ce que nous gagnerions après tout ce temps. » Ma grand-mère prit ma main entre les siennes. Ses doigts étaient de froid, malgré l'atmosphère chaude. « La vérité trouve toujours son chemin, ma petite, » dit-elle avec cette sagesse que seules les années peuvent donner. Parfois elle prend plus de temps, parfois moins, mais elle finit toujours par éclater au grand jour. Tu crois que mes parents voudraient ça? Détruire ce qui reste de la famille Vega? Tes parents voulaient la justice, mais aussi la paix. Ma grand-mère sourit tristement. Et parfois, la plus grande justice est d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. Ces mots résonnèrent en moi. N'était-ce pas ce que j'avais fait pendant ces 5 années? Essayer de construire une nouvelle vie, loin des souvenirs, d'Aix, de Mathieu. Je ne sais pas quoi faire, grand-mère, avouai-je. Tu le sauras le moment venu, répondit-elle avec confiance. Tu as toujours eu un bon jugement, Marie. Fais-lui confiance. Nous restâmes en silence, contemplant les étoiles au-dessus du vieil Aix. Tant de générations étaient nôtres passées sous ce même ciel, avec leurs amours, leurs haines, leurs secrets. Et maintenant, c'était à nous de décider quoi faire des nôtres. Je pensais à Mathieu, à la détermination dans son regard quand il avait parlé de faire ce qui est juste, à la façon dont il avait pris ma main, comme si les années de séparation n'avaient pas existé. Était-il possible de reconstruire ce que nous avions eu? Ou valait-il mieux laisser le passé reposer en paix, comme les vieilles maisons du vieil Aix, magnifiques mais pleines de fantômes? La nuit n'avait pas de réponse, seulement le doux murmure de l'eau dans la fontaine et la respiration de plus en plus lente de ma grand-mère, qui s'était finalement endormie. Je la couvris mieux avec la couverture et déposai un baiser sur son front. Demain serait un autre jour. Un jour pour des décisions importantes, pour clore des chapitres, ou peut-être, juste peut-être, pour en commencer un nouveau, avec la vérité comme fondation, cette fois, sans secret ni mensonge pour empoisonner ce qui pourrait grandir entre nous. Et tandis que je contemplais la silhouette de la Sainte Victoire découpée sur le ciel nocturne, je sentis quelque chose se détendre en moi, un nœud que j'avais porté si longtemps
que j'en avais presque oublié la présence. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je respirais profondément, sans ce poids sur la poitrine. Quelle que soit la décision que nous prendrions demain, au moins, il n'y aurait plus de secret entre nous. Et ça, peut-être, était le plus important de tout.